Santé, prévoyance, épargne, retraite. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20, l'information régionale suivie de l'édition nationale. Dans les Alpes, nous avons suivi la rentrée scolaire des enfants de l'école Jules Ferry de Grenoble avec son lot de larmes ou de sourires au moment de la séparation. Deux nouveautés cette année, une classe supplémentaire et une institutrice bilingue. Les craintes des employés de l'entreprise de transport Perrault en Isère. La société en difficulté vient de perdre un marché important. Le nouveau prestataire gardera bien certains des salariés, mais sous conditions. Nous verrons lesquelles. Et puis nous verrons également comment la Fédération internationale d'aviron aide au développement des petites nations dans ce sport. Lors des championnats du monde qui se déroulent à Aiguebelette en Savoie, Perrine Pelaine, ancienne championne du monde de ski alpin et responsable du marketing à Savoie Mont Blanc Tourisme, sera en direct avec nous. À 19h30, vous retrouverez Carole Gessler pour l'édition nationale avec une édition largement consacrée aux intempéries. Montauban dévasté, 45 000 foyers toujours privés d'électricité dans le Tarn-et-Garonne. La rentrée des élèves reportée de 24 heures. Les pluies et les vents violents ont fait de gros dégâts dans le sud-ouest et causé la mort de 2 personnes. C'était donc le jour J pour les petits bouts de chou et leurs parents. Il a fallu se lever tôt ce matin et courir un peu afin d'arriver à l'heure à l'école. Et comme à chaque rentrée scolaire, certains y sont allés avec le sourire, d'autres à reculons. Exemple, ce matin à l'école Jules Ferry de Grenoble, Joël Serroni, Jean-Pierre Rivet. Dans la cour de l'école, il y avait ce matin les enfants contents de rentrer et ceux beaucoup plus sceptiques sur la question. J'ai pas envie d'aller à l'école. On va retrouver les copines à l'école parce que c'est pas bien et on peut pas jouer. On va faire beaucoup de choses. Il y avait aussi des parents un peu stressés venus soutenir leurs enfants en ce jour exceptionnel, voire historique pour certains. C'est la première rentrée en CP, donc un petit peu impressionnée aussi. Mais voilà, ça va bien se passer. Et puis Au milieu de toute cette foule, une directrice très occupée à recevoir les enfants et les autorités. Il faut dire que le groupe scolaire Jules Ferry incarne cette année les nouveautés de la rentrée à Grenoble. Les 400 élèves ne le savent sûrement pas, mais ils intègrent aujourd'hui le réseau d'éducation prioritaire. Concrètement, plus de moyens et une classe supplémentaire pour l'école. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, il y avait 32 élèves par classe en maternelle. Cette année, ils ne seront que 25 par classe. C'est un changement majeur, on va dire. I'm going to be your new English teacher. L'autre nouveauté, c'est la création de la section internationale qu'Estelle Dixa animera pour 13 enfants répartis sur 3 classes de CE1. Il y a une partie qui est vraiment apprendre l'anglais, à peu près 2 heures sur les 4 qui sont consacrées, et les 2 autres sont consacrés à enseigner en anglais. Cette création répond à un objectif prioritaire de la ville, valoriser l'enseignement dans les quartiers sud de Grenoble et plus largement préparer l'école de demain. L'un des volets du projet de mandat de l'équipe municipale qui annonce l'agrandissement ou la construction de 6 nouvelles écoles d'ici 2020. Notre priorité sur l'école, elle se marque évidemment par ce plan école de 66 millions que nous avons annoncé hier et qui sera voté au conseil municipal de septembre. Elle se marque aussi parce que, alors que nous maintenons la masse salariale globale de la mairie, qui avait augmenté de 15 millions en 3 ans, là où nous l'avons maintenue en 2015, nous avons continué à l'augmenter dans le secteur scolaire. Donc cette priorité-là, elle se traduit clairement. Ce plan d'investissement prévoit aussi l'extension des restaurants scolaires. Mais ce midi, à Jules Ferry, le personnel municipal était en grève. Ici comme ailleurs, les petits Grenoblois ont dû se contenter d'un repas froid sorti du sac. L'autre angoisse des parents à chaque rentrée, c'est la recherche d'une nounou ou d'une crèche. La garde des enfants, c'est le casse-tête numéro 1 pour les couples qui travaillent et la plupart des crèches publiques affichent complet. Vous allez voir que la course à la nounou est un véritable sport. Reportage à Annecy, Bernard Portugal et Christian Mathieu. Je vous transmets directement son numéro de portable et c'est à vous directement de la joindre pour effectuer une petite rencontre, voir si le feeling passe. Dans cette entreprise spécialisée dans la garde d'enfants à domicile, en ce moment, le téléphone sonne beaucoup. Ça reste pas. Il faut mieux pour combler les désirs de dernière minute, on va dire. Faire garder leurs enfants, un véritable casse-tête pour de nombreux parents. Crèche surchargée, assistante maternelle sursollicitée. En cette période de rentrée scolaire, la chasse à la nounou bat son plein. Oui. Parce que les parents ont des emplois du temps de folie, parce qu'il y a de plus en plus
de jobs dans lesquels effectivement on n'a pas vraiment d'horaire, parce qu'on a de plus en plus de parents qui subissent une pression pour conserver leur emploi. En quantité, on peut dire que très clairement, les demandes sont en augmentation tous les ans. Sur ces 2 sites de Chambéry et d'Annecy, cette société emploie près de 70 nounous, des étudiantes, des salariés à temps partiel et même des retraités aux rôles multiples. On va chercher les enfants à l'école, on les fait goûter, on fait de l'aide aux devoirs si les parents le demandent, on fait souvent, moi je fais aussi la douche. Donc comme ça, les parents, les enfants, quand ils arrivent, ils sont en pyjama et il n'y a plus que le repas pour les parents à faire. Pour Vincent et sa compagne, qui travaillent tous les deux, la garde des enfants est un problème crucial. Comme beaucoup de couples, ils ont longtemps cherché avant de trouver une solution. Alors la crèche, c'est mission impossible en gros. C'est-à-dire qu'on a environ une chance sur 10 d'avoir une place. Donc avec des jumeaux, c'est même pas la peine d'y penser. On vit une époque moderne, donc on bosse tous les deux et dans ce cas-là, faut se débrouiller, quoi. Pratique, simple et efficace, la garde d'enfants à domicile a donc la cote et la tendance devrait se confirmer dans les années à venir. On estime qu'il manque aujourd'hui 400 000 places de crèche en France. On ouvre maintenant le 2e volet de notre série sur les coulisses de cette rentrée. Après celle du proviseur hier, retour au lycée du Grésivaudan en Isère pour la rentrée des petits nouveaux, les professeurs stagiaires qui ont découvert leur établissement vendredi dernier au petit matin. Denis Vignaud-Duguet, Franck Serroni. Je vous propose de vous servir tout de suite un café et une viennoiserie parce qu'après on va rentrer dans le vif du sujet. Alors on y va. Et à 3 jours de la rentrée, le vif du sujet pour ces petits nouveaux dépasse la simple découverte de l'établissement. Hier, ils étaient étudiants, mais demain, ils vont enseigner. C'est important de mesurer que vous êtes au milieu d'un système et que vous engagez l'État dans chacun de vos actes. Alors pourquoi je le dis? Parce qu'on l'oublie à chaque fois, bien sûr, moi aussi. Ils arrivent dans un métier nouveau, alors certes très peu ont de l'expérience professionnelle, donc forcément il y a la nouveauté déjà, qui peut être source de stress peut-être. Et puis l'enjeu, le métier d'enseignant est encore un métier qui représente beaucoup de choses, et heureusement. Et pour eux, donc, ils ont conscience de cette valeur et ils ne veulent pas échouer, ils veulent réussir la première année de stage. Donc c'est une pression naturelle. La plupart, je sens un stress naturel. Après 1 heure d'entretien avec le chef d'établissement, il est temps de s'approprier les lieux. Découverte des locaux, mais aussi des collègues et des différents services. Donc Madame Fouchy, vous avez une classe de seconde, la seconde 11, une classe de première ES. Une étape que chacun appréhende différemment. Réussir à bien se repérer dans un établissement qui paraît immense comme ça, j'ai pas un très bon sens d'orientation, alors je vais m'y mettre. Mais... Ouais, ce que j'appréhende le plus, c'est peut-être la rentrée avec les élèves, donc pour que tout se passe bien, apprendre à bien gérer les classes et bien comprendre la difficulté des élèves. Construit en 1987, le lycée du Grésivaudan est un gros paquebot qui fait la fierté de son capitaine. Une visite guidée qu'Olivier Toulouse met à profit pour expliquer que la maison produit et revend son électricité. Et puis l'argent qui est récupéré par l'établissement sert à financer toutes les actions de développement éco-responsable, parce que le lycée est labellisé éco-responsable. Moment fort de cette matinée, la rencontre avec la conseillère principale d'éducation. L'occasion de poser 1001 questions avec des préoccupations bien actuelles. La question, je pense qu'elle est classique concernant les portables. Interdit dans les cours. Interdit dans les cours. Quels sont les moyens Il faut changer de poste, c'est pas le même rôle. Donc il va falloir s'adapter et agir en conséquence. Mais il faut quand même se souvenir qu'on a été là et du coup on comprend toujours les élèves et il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on a été et toujours le prendre en compte, quoi. Depuis ce matin, face à leurs élèves, les stagiaires sont des professeurs comme les autres. Mais d'ici la Toussaint, ils feront avec le proviseur un premier point sur leur entrée dans la vie active. Et enfin, pour clore ce dossier sur la rentrée, petit rappel des grandes orientations, des nouveautés dans les programmes et des chiffres clés dans l'Académie de Grenoble. Nicolas Danco. L'Académie de Grenoble, qui regroupe 5 départements, accueille pour cette rentrée 714 000 élèves, apprentis et étudiants qui seront répartis dans près de 3 400 établissements. Les effectifs en hausse de 0,7% dans le premier degré et de 0,9% dans le second. Une augmentation significative dans les 2 cas en Haute-Savoie, juste devant la Drôme et l'Isère, alors que les évolutions restent minimes en Savoie et en Ardèche.
Mot d'ordre de cette cuvée 2015-2016, une école plus juste et plus exigeante avec la formation en alternance de 1300 futurs enseignants stagiaires qui se partageront entre la responsabilité rémunérée d'une ou plusieurs classes en école, collège et lycée et une formation universitaire du professorat et de l'éducation. Autre priorité, conforter le premier degré avec la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, un dispositif plus de maîtres que de classes pour mieux accompagner les élèves dans les apprentissages fondamentaux, le renforcement des conseils école-collège pour assurer une meilleure continuité pédagogique, enfin la poursuite de la fameuse réforme des rythmes éducatifs et du temps scolaire généralisé un peu dans la douleur l'an dernier. Par ailleurs, l'Académie s'engage aussi à développer les pratiques du numérique pour réduire les inégalités. Dernier axe de cette rentrée, développer la citoyenneté et renforcer la transmission des valeurs de la République après les attentats de janvier dernier. Désormais, 1 heure par semaine sera consacrée à l'enseignement moral et civique. L'engagement bénévole dans la réserve citoyenne de l'éducation nationale sera également mis en avant. Au chapitre social, l'autocariste isérois Perrault Voyage, qui a frôlé la liquidation judiciaire il y a un an, vient de perdre le marché public des transports de la vallée du Grésivaudan. 34 salariés pourraient ainsi perdre leur emploi. Une vingtaine d'entre eux doit être reprise par le nouveau prestataire, mais celui-ci ne leur garantit pas les mêmes conditions salariales. Reportage Céline Aubert et Didier Albrand. Ce matin, le dépôt de Goncelin est bien vide. Quelques cars garés, mais pas un conducteur de chez Perrault Voyage. À partir d'aujourd'hui, le groupe passe la main. Désormais, il ne transportera plus les voyageurs du Grésivaudan. Pour les salariés, c'est un jour de repos forcé. On va perdre au moins 500 à 600 euros sur notre salaire. Et actuellement, moi, je gagne 2100 euros net. Et j'estime que je ne veux pas gagner 1400 euros. Je ne suis pas quelqu'un qui devrait régresser alors qu'on devrait aller de l'avant. Comme stipulé par leur convention collective, une vingtaine de conducteurs doit être reprise par le nouveau prestataire GR4 qui regroupe 3 entreprises locales et le géant suisse Carte Postale. Problème, GR4 est censé proposer les mêmes conditions salariales, mais cela n'inclut pas les primes qui étaient très avantageuses chez Perrault. Pour l'instant, peut en accepter pour des raisons financières, pas forcément de conditions de travail, mais pour des raisons de rémunération. Donc très clairement, nous, quand on a dit qu'on voulait faire de Perrault une vitrine sociale, c'est bien sur la plus-value que l'on peut amener en termes de rémunération, la rémunération étant aussi chez nous liée à la qualité du travail produit. Pour les salariés, c'est un nouveau coup dur. L'an dernier, avant son rachat, l'autocariste isérois a frôlé la liquidation judiciaire. On essaye de se tirer d'affaire. Pour nous, l'année 2016, c'est une année importante. Il faut que tout le monde se mette au travail. Et là, on nous enlève une partie de notre travail qui va être conséquente sur la stabilité de l'entreprise en général. Une entreprise familiale privée d'un marché public avec à la clé des licenciements. Du côté de la communauté de communes du Grésivaudan, on promet d'être attentif à la reprise des salariés. Et chez GR4, on assure qu'il n'est pas trop tard. Quant aux conducteurs de Perrault, ils ont engagé un avocat pour négocier les nouveaux contrats. Après plusieurs mois d'interruption, les travaux de purge des falaises ont repris dans les gorges de la Bourne. Il s'agit de sécuriser les 22 km de falaises qui surplombent la départementale 531 de Villard-de-Lans à Pont-en-Royans. Une route touristique vertigineuse et chargée d'histoire qui vaut le coup d'œil. En toute logique, on n'a rien à faire ici, comme un alpiniste sur une route à flanc de rocher. Comble-Laval, sur le fil du rasoir, se visite avec précaution. Le muret n'est pas très haut. Face au panorama du Vercors, ces motards belges n'en mènent pas large. Ça vous change? Du plat pays? Ben oui, hein. Mais j'ai peur. C'est trop haut pour moi. Oh. La route du vertige, on peut aussi la suivre non pas à moto, mais à 200 km/h en avion. Avec un peu de recul, oui, mais pas tant que ça. On se balade au niveau de la route, en avion. Quel intérêt, bien sûr. Et on voit un peu tout, comment les rivières, les quelques petites rivières du massif du Vercors ont façonné ce paysage grandiose. L'eau façonne le paysage, l'homme s'y ferait un chemin. Dans une vallée voisine, un long tunnel remplace aujourd'hui une autre route mythique. Interdite à la circulation depuis 10 ans, les Grands Goulets est une route fantôme.
Imaginez les voitures, les caravanes, les camions. 1600 véhicules s'y croisaient chaque jour sur 4 mètres de large. Et puis un jour, la falaise est tombée. Initialement, les rochers touchaient presque de l'autre côté et on voyait rien. Et donc c'était une section qui pourtant était sécurisée et l'ensemble est tombé comme un marteau-pilon sur la route. Donc c'était en décembre de 2005. Aucun blessé, mais 6 éboulements en 4 ans signent l'arrêt de mort des Grands Goulets. À l'origine, en 1843, les travaux débutent à grands coups de dynamite. Pendus dans le vide, les ouvriers évitent de peu les explosions avant de tailler le calcaire à la baramine. Vous voyez, aujourd'hui il fait grand beau. Imaginez-vous pendu dans la paroi, 3 degrés, il pleut. Ouais. Et les gars, ils travaillent, ils font des trous comme ça. C'est impensable. 11 ans de travaux forcés et les riches de la vallée montent enfin dans tout le Vercors en excursion. Nous étions les indigènes, nous étions des bêtes curieuses. Et les gens venaient nous voir, ils venaient voir les routes, certes parce qu'il y avait du vertige, mais en même temps ils venaient voir les manants, allez, appelons-nous comme ça. Et les touristes ont débarqué ici, dans les gorges de la Bourne. Un chassé-croisé laborieux, la courtoisie comme élégance vitale. Attention, parfois l'on croise John au volant de son 58 tonnes. Derrière lui, 23 mètres de bois. Il y a les virages, la falaise et les autres en face. De toute façon, John ne peut pas reculer. Il faut arriver à faire passer les voitures tout à droite et ça, c'est pas évident tout le temps parce qu'ils comprennent pas tout le temps. Des fois, ça gueule un peu, ils reculent, ça arrive, ils accrochent le mur et ils foncent dans le mur. Oups, on touche du bois. En largeur, ça passe. En hauteur, pas toujours. Parfois, il racle le plafond, alors il se baisse au maximum. 3,65 m, pas plus. Sinon, il pourrait perdre un tronc et ce serait fâcheux. Il y a toujours une solution. Tu accroches une chaîne au cul de la remorque, tu accroches ton bois, tu arriveras toujours à le ressortir. Les gens gueuleront un peu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le métier du bois, c'est comme ça. C'est un peu de la cascade, on va dire. Descendre le bois, monter les touristes, servir le Vercors sur un plateau, format XXL, à flanc de rocher. Les mondiaux d'aviron à Aiguebelette en Savoie, 3e journée de compétition pour les 1300 athlètes qui concourent. Au total, 77 pays sont présents et parmi eux, des petites nations que la Fédération internationale aide à travers un programme de développement. Un reportage Nathalie Rapuc et Dominique Semet. Premier jour de pluie sur le lac d'Aiguebelette. Début d'après-midi, les entraînements sont interrompus, mais les coachs des 77 nations sont bien là. Un record de participation pour les championnats du monde d'aviron. Et pour cause, il y a 30 ans, la Fédération internationale des sociétés d'aviron a créé un programme de développement pour les pays qui n'ont pas accès aux championnats. On accueille 30 pays, 150 personnes qui ont le droit de faire une participation comme tous les autres pays ici, avec de bons équipements, d'hébergement prévu par le comité d'organisation qui est de bonne qualité et transport, repas, tous comme les autres fédérations. Donc ça donne le droit d'essayer de faire une qualification aux Jeux olympiques comme les autres pays. La fédération suit des athlètes partout dans le monde. L'objectif n'est pas forcément d'avoir une médaille, mais d'améliorer les conditions d'entraînement pour avoir plus de participants. Ça diffère d'un pays à l'autre. En Afrique, il y a le Nord-Afrique, comme le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie. Il y a de bonnes conditions pour s'entraîner. Mais dans l'Afrique centrale, c'est plus difficile de trouver les moyens, les embarcations, les rameurs. C'est plus difficile de développer l'avion. Mais on essaie de travailler sur ça. Claire pratique l'aviron depuis seulement 2 ans. C'est une chance inespérée pour elle d'être ici. Ma première fois, quand j'ai vu ça, je me suis étonnée. Je me dis, oh, c'est quoi ça? Et puis, quand je suis rentrée dedans, oh, c'est très bon, c'est très bon. Et, je me suis engagée d'être athlète d'aviron pour toute ma vie. L'objectif pour tous les athlètes, après ces championnats du monde, obtenir une place aux Jeux olympiques de Rio.
Et nous filons sur place en direct où nous attend Perrine Pelen. Bonsoir. Je rappelle que vous avez été championne du monde de ski et médaillée olympique. C'était dans les années 80. Vous êtes aujourd'hui responsable marketing pour Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Alors, on vient de voir que la Fédération internationale aide certains pays à développer ce sport. Comment l'aviron peut-il devenir un sport populaire? Est-ce possible ici comme ailleurs d'ailleurs, en France? En fait, on assiste ici, c'est vrai, qu'à une année un petit peu record, une édition record de ces championnats du monde, puisque ce sont 77 pays et 1300 rameurs qui sont réunis ici à Aiguebelette. Alors c'est vrai que c'est un moyen cet événement est un moyen de développement du sport en France, mais on l'a vu aussi à l'échelon international. Mais pour nous ici en Savoie-Mont-Blanc, c'est aussi l'occasion de mettre en avant notre Savoie-Mont-Blanc des lacs, de rappeler que on est un territoire de lacs avec une eau très chaude. Quand on voit les images extraordinaires qui sont montrées, qu'on voit les rameurs après leur compétition suivre leurs amis, les pieds dans l'eau, ou les spectateurs les pieds dans l'eau, c'est véritablement un vecteur de communication pour notre Savoie bleue, pour la Savoie-Mont-Blanc des lacs, et c'est quelque chose qui en fait qui change de l'hiver. On a plus l'occasion de voir les événements l'hiver. Donc c'est une autre image de la Savoie. Et au-delà de l'aspect sportif, un mot sur l'organisation de ces championnats du monde. Justement, au niveau de l'organisation, est-ce que c'est comparable, par exemple, à un championnat du monde de ski comme il y avait à Val d'Isère en 2009 ? Tout à fait. On reste en fait sur une activité, sur un sport de pleine nature, avec le terrain de jeu, c'est la nature. Là, ce sont les lacs et la montagne. Et on retrouve en fait une organisation avec des compétences qui font appel une organisation qui fait appel à des compétences qui sont très proches. Ce sont les contrôles d'accès, c'est des expertises en termes de sport très spécifiques, c'est des questions d'hébergement, de transport. On va dire que c'est vrai que c'est une expertise qu'on retrouve d'une organisation à un autre, et c'est l'occasion aussi de rappeler à quel point les événements sont des moyens d'attractivité de notre territoire, l'hiver comme l'été, et véritablement c'est l'occasion de mettre un coup de projecteur, et c'est véritablement un moyen de promotion. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas, Perrine, est-ce qu'il ne faudrait pas un champion comme Jean-Claude Killy pour promouvoir encore plus ce sport en France? Alors, en parlant de champion, le savez-vous, le président de la Fédération internationale d'aviron est Jean-Christophe Rolland, qui a été lui-même champion du monde ici sur ce lac d'Aiguebelette, et aujourd'hui il préside la destinée de la Fédération internationale d'aviron. Et puis là vont être mis en scène un couple de rameurs très connus, Jérémy Azou et Stani Delair, qui sont véritablement donc des stars de l'aviron. Alors c'est vrai que c'est plus confidentiel, mais c'est vraiment l'occasion de valoriser ce sport. Ça peut venir, et c'est vrai que les figures sont un appel pour ce genre de sport. Merci Perrine Pelen, merci d'avoir été en direct avec nous. Voilà, merci à vous. Le football régional en deuil. On a appris aujourd'hui la mort de Jo Duprat, le père de Pascal Duprat, l'ex-coach d'Évian, Thonon Gaillard, est décédé ce matin des suites d'une longue maladie. Il était l'un des fondateurs des Croix de Savoie, devenu au fil du temps le TG actuel. Article complet sur notre site alpes.france3.fr. Et puis l'événement est encore un peu loin, mais se prépare dès maintenant. Dans 9 mois, Lyon et Saint-Étienne accueilleront 10 matchs de l'Euro de foot 2016. Le recrutement des bénévoles a commencé. Il en faudra 650 pendant la compétition, motivé par l'amour du foot, bien plus que par l'appât du gain, l'euro plus que les euros. Reportage Farid Haroud et Jean-Éric Gay. En football, tactiquement, il faut toujours un plan de jeu. Lui va la jouer 3-2-1. 3 cloisons, 2 chaises, un bureau. De quoi composer 8 box pour des entretiens, car monsieur recrute. Drôle de recrutement qui commence par des essayages. Merci. Tiens, je te laisse essayer ça. Quelle pointure tu fais? 45 un tiers. Je peux faire 36? Non, bah non, 34. Je mets du 12 ans en fait. Bon. On essaie la tenue sans trop savoir si on sera retenu. Sur les 1300 candidats, la moitié deviendra volontaire pour l'Euro 2016. On cherche des personnes qui vont être aux accréditations, on cherche des personnes qui vont accueillir le public, on cherche des personnes qui vont travailler avec les médias, on cherche des personnes qui vont s'occuper, comme vous disiez, des VIP, donc accueillir les VIP, les aiguiller. On cherche des personnes qui vont aussi également s'occuper des personnes en situation de handicap, donc les accueillir, les amener à leur siège. Allons-y. Entretien presque classique. 30 minutes pour déterminer le meilleur poste selon le profil.
Moins classique, recruteurs et recrutés sont tous bénévoles. Du travail gratuit dans un milieu qui ne manque pas d'argent, le foot. Bizarre, non? Pour un tel événement, voilà, moi c'est ce que je cherche, être bénévole, volontaire, faut en profiter. On n'a pas ça souvent, à Lyon en plus, donc non, je pense que ça peut paraître bizarre, mais voilà, faut sauter sur l'occasion. Alors, en revanche, la disponibilité, suivant les différents postes, ça ne veut pas dire qu'il faut être présent tous les jours. On n'a pas toujours une véritable passion, malheureusement, dans son activité professionnelle. Ici, sur l'Euro 2016, la vraie caractéristique va être effectivement cet élément passion qu'on va retrouver quasiment chez tous les candidats. Dans un des box, on a même croisé une Australienne expérimentée. J'ai vraiment aimé être bénévole au JO de Sydney. J'y ai rencontré des gens extraordinaires. Thank you for coming and as a gift to thank you. Techniquement, le recrutement se poursuivra jusqu'en novembre et en janvier, ils sauront s'ils sont sélectionnés ou pas. Et on leur souhaite bonne chance. Voilà pour l'information régionale du jour. Merci de votre attention.